Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau Texama Show. Nous n'avons toujours pas changé de décor, il faut que je finisse de setup le décor pour toutes les futures un petit peu vidéos Texama, bien que vous le voyez dans... Vous allez le voir dans de plus en plus de vidéos. Il y a une vidéo qui va sortir bientôt, justement avec le nouveau décor. Un petit peu aussi la première vidéo que je fais vraiment des plans de b-roll et tout ça dans le nouveau décor, donc ça devrait être plutôt sympathique. Bref, comme d'habitude, on se retrouve pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, en tout cas les trucs qui m'intéressent. Et du coup, sans plus tarder, je vous propose de sauter directement dans l'actualité. Ok, alors la première news, c'est au niveau des Radeon RX 5500 XT qui ont été enfin annoncés, sortis, et on a les performances et le prix surtout, et vous pouvez commencer à l'acheter, bien qu'on va voir justement, peut-être que vous ne devriez pas l'acheter. Donc, c'est différent de la Radeon 5500 qu'on avait pu voir. Après, basiquement, la 5500 XT semble être une version à peine overclockée en réalité de la 5500 tout court, parce que si vous regardez la 5500 ici, les specs sont basiquement les mêmes. Je veux dire, il n'y a pas d'énorme différence, à part le fait qu'elle booste un petit peu plus haut dans les jeux, et c'est franchement à peu près tout. La 5500 est réservée pour le marché OEM toutefois, et du coup la 5500 XT par contre vous pouvez l'acheter vraiment à part. Et vous avez une version 4 et 8 Go de RAM. Après honnêtement pour une carte de ce calibre, la version 8 Go n'a peut-être pas forcément énormément de sens, on va dire, surtout vous allez le voir au niveau du prix. Donc, cette carte se place directement en face de la GTX 1650 Super, qui, elle, est à peu près au même prix. Maintenant, qu'est-ce que ça donne niveau performance? Alors, vous aurez évidemment le lien dans la description. Je vous invite à lire un petit peu les différents tests. Vous avez un test de Cocottland, si vous voulez un test FR. Moi, je vais regarder un site que je regarde souvent, parce qu'ils ont assez bonnes données dessus, même si ils font des fois des news sur des trucs genre... Ils ont fait une news récemment, je tiens à le citer, Tech4Up, c'est que c'est une bonne publication, mais ils ont fait une news récemment où ils parlaient d'une théorie du complot comme quoi Nvidia payait les gens pour avoir des boîtes Nvidia en arrière-plan. Sauf qu'ils montraient des youtubeurs qui avaient des boîtes Nvidia, des boîtes AMD, des boîtes Intel. Donc t'es en mode, ok, juste... En toute logique, ils devraient pas mettre juste les boîtes Nvidia s'ils étaient payés par Nvidia. Bref, outre le fait qu'ils ont fait ça, c'est une bonne publication, surtout au niveau de leur review. Ils ont beaucoup de jeux, c'est ça que j'aime bien aussi, mais je vous invite à regarder évidemment un maximum de reviews. Toutefois, si on veut voir justement le résumé de performance un petit peu de cette carte, je pense que le plus important c'est en Full HD, parce que c'est une carte clairement pour du Full HD. Vous allez le voir qu'elle est basiquement juste en léger retrait de la GTX 1650 Super, et ça dépend d'un jeu à l'autre. Si vous commencez à aller dans certains jeux elle sera au-dessus, certains jeux elle sera en dessous. Ça va varier forcément d'un jeu à l'autre, parce qu'il y a des jeux qui sont plus optimisés Nvidia, il y a des jeux qui sont plus optimisés AMD. Mais ça reste basiquement le même niveau de performance. Maintenant, évidemment, le plus important, quand vous avez deux cartes qui ont le même niveau de performance, vous allez regarder deux autres métriques selon moi, c'est le prix et aussi par exemple la consommation quand même. Au niveau consommation, c'est une carte assez efficace. Alors, sauf en multimoniteur, je ne sais pas pourquoi, quand vous avez plusieurs écrans branchés, elle consomme quand même pas mal d'électricité. Et c'est le cas un petit peu de pas mal de cartes AMD ou d'assez grosses cartes Nvidia, par exemple la 2080 Ti. Et je peux le confirmer que ma 2080 Ti, quand il y a plusieurs écrans branchés, elle aime bien consommer. Je ne sais pas pourquoi elle tourne à une plus haute fréquence de base. Genre, du coup, elle est en mode Uber performance pour je ne sais quelle raison. Dans tous les cas, les chiffres de performance dans les jeux vidéo, comme vous pouvez voir, elle est à 113 watts le modèle de base. Le modèle Saphir monte un petit peu plus haut parce qu'il booste un petit peu plus haut. Et une GTX 1650 Super de base, pas les modèles custom, full custom autre chose, parce que ceux-là consommeraient un peu plus, consomme 100 watts. C'est pas une énorme différence. Soyons honnêtes, si vous regardez ça, vous êtes en mode oh, la GTX 1650 Super est largement supérieure. Non, pas vraiment. On n'est pas au niveau des RX 570. Vous voyez ici, elle consommait 167 watts, comparé à la GTX 1060 qui consommait 111 watts. Là, il y avait une vraie différence. Ici, c'est négligeable selon moi. Toutefois, ce qui n'est pas négligeable, et c'est le point le plus important, je pense, pour tout le monde, et selon moi, c'est le point que tout le monde devrait se préoccuper, c'est le prix, tout simplement. Pourquoi? Parce que si on regarde, donc voilà deux pages LDLC, il y a aussi des précommandes disponibles sur Rue du Commerce, mais les prix sont assez similaires.
la plupart des 5500 XT commencent, je dis bien commencent, à partir de 200 € et même 210 €. La plupart des 1650 Super, n'importe laquelle, commence, elle, à partir de 170 €. Et si vous voulez un modèle de ventilateur qui serait plus comparable aux modèles AMD qui sont aussi deux ventilateurs, vous vous retrouvez vite à 190 €. Ça veut dire que la GTX 1650 Super coûte moins cher, est légèrement plus performante et consomme moins. Et pour moi, là, quand vous avez les trois métriques les plus importants, performance, consommation et prix, qui sont favorables à la 1650 Super, j'ai juste envie de dire, prenez une 1650 Super. À part si vous avez une promotion sur une 5500 XT, un très bon modèle qui est moins cher qu'une 1650 Super ou au même prix, ça ne vaut selon moi juste pas la peine. Un autre avantage un petit peu de la 1650 Super, c'est qu'elle a le nouvel encodeur Nvidia qui est très bon pour encoder des vidéos si ça vous intéresse évidemment, mais vous pourriez littéralement streamer avec. Personnellement, je fais tous mes streams avec le nouvel encodeur Nvidia parce que je suis en mode, ouais, ça donne à peu près la même qualité qu'un CPU, pas exactement, mais à peu près. Et par contre, j'évite de faire chauffer un CPU à 100 watts en permanence. Ça n'utilise rien comme électricité, l'encodeur Nvidia, vu qu'il fait que encoder une vidéo, quoi. Il est fait pour ça. Du coup, là, je suis en mode, ouais, je comprends pas d'ailleurs. Cette carte, la 5500 XT, est sortie après la carte de Nvidia. Je comprends pas pourquoi ils ont mis un prix plus haut, parce que c'est vraiment, le prix est littéralement plus haut de base. La 1650, le prix conseillé public aux États-Unis sans les taxes est de 160 $. Le prix de la 5500 XT 4 Go, qui est équivalente, parce que la 1650 aussi a 4 Go de RAM, je vous rappelle, est de 169 $. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils sont juste dit, tiens, elle est un petit peu moins performante, on va la mettre plus chère. What? Ça me semble être une grosse erreur d'AMD. Après, je suppose qu'il y a des choses qui sont hors de leur contrôle. Peut-être qu'ils peuvent tout simplement pas la vendre moins cher, ou sinon ils se font pas d'argent. C'est peut-être le cas. Dans tous les cas, ouais, en tant que vous, consommateur, je vous le dis, euh, juste cette carte n'est pas très intéressante. Le modèle 8 Go, pour ceux qui se diraient, oh, ça peut être intéressant ça, pas forcément. Une 5500 XT 8 Go coûte vite 230 €. Comme vous pouvez voir, c'est la moins chère qu'on puisse vraiment trouver. Une autre à 240 €. C'est le prix d'une 1660 Super. Et la 1660 Super, elle a peut-être moins de RAM. Elle a 6 Go. Mais c'est largement suffisant, 6 Go pour du Full HD. Et elle est surtout plus performante. Genre beaucoup plus performante. Donc là, vous voyez une 1650 Super, deux ventilateurs, 6 Go de RAM, 249 €. On n'est pas très loin. On n'est vraiment pas très loin. Donc, ouais, c'est juste décevant. Je suis vraiment. C'est décevant de voir en fait ça, parce que vous pourriez vous dire, oh, ils avaient toutes les cartes en main pour définir le prix. Genre, ils savaient la performance de leurs concurrents, ils savaient le prix de leurs concurrents, et pourtant, ils ont sorti une carte plus chère. Et c'est encore plus ridicule parce que vous avez des modèles qui. Ouf. Les modèles Saphir, qui sont parmi toujours les moins chers normalement, sont parmi les plus chers sur LDLC et aussi un petit peu sur du commerce. J'ai vu ça, ils sont à 300 €. 300 €. Alors, c'est modèle 8 Go quand même, mais 300 €. T'es dit, mais non, non, ça ne vaut vraiment, vraiment pas la peine. Au final, les modèles les plus honnêtes niveau prix, c'est les Gigabyte. Donc, Gigabyte semble faire du bon travail là-dessus parce qu'ils ont vraiment le prix que ça doit être, quoi, tout simplement. Pour la 1650 Super, c'est un peu le même cas. Vous avez Gigabyte, mais vous avez aussi vous avez la Strix ou même la Super Gaming, enfin la Gaming X de MSI. Donc là, c'est déjà plus normal au niveau prix. Mais ouais, là, sur la 5500, c'est juste, je comprends pas en fait ce qui s'est passé. C'est vraiment ça. Ensuite, une autre news un petit peu en rapport avec la fin de vie de certains produits. Donc, vous avez justement les RX 590, 580, 570 et 560 qui vont arriver bientôt en fin de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter d'avoir des drivers pour ceux qui les ont achetés, ça veut juste dire qu'elles vont arrêter d'être mises en vente. Donc, bon, c'était prévisible, surtout avec la sortie de la 5500 XT, qui remplace techniquement un petit peu, même si elle coûte beaucoup plus cher, qu'elles allaient tout simplement disparaître. Donc, si vous devez acheter une carte graphique vers 140 €, j'ai sorti mon guide d'achat de carte graphique, vous pouvez le trouver sur la chaîne, je vous invite à le regarder si vous êtes dans le marché pour une carte graphique.
Une des cartes que j'ai recommandées toujours, c'est justement vers 140 euros. Vous avez encore des RX 570 ou 580 qui sont encore très bonnes. Bon, elles consomment plus que la concurrence, mais elles sont encore très bonnes niveau performance. Et surtout, c'est des cartes qui sont sorties tellement depuis longtemps en fait qu'elles sont ultra stables au niveau driver et tout ça. Donc, ouais. À vous de voir. Autre news en rapport, c'est le fait que vous avez les nouveaux drivers AMD de fin d'année. Donc vous avez toujours, chaque fin d'année, AMD sort des gros drivers qui font plus que genre apporter le support pour les derniers jeux vidéo, augmenter les performances. Non, c'est des gros drivers où ils rajoutent des fonctionnalités. Donc avec ces nouveaux drivers, justement, vous avez un gain de performance pour certains jeux, certaines cartes graphiques. Mais surtout, vous avez des nouvelles fonctionnalités qui sont plutôt sympathiques. Et je pense que le plus notable, sauf le fait qu'ils ont amélioré certaines de leurs technologies présentes. Par exemple, vous avez Radeon Anti-Lag. C'est un truc qui permet de réduire l'input lag de votre jeu. Donc l'input lag, c'est quand vous appuyez par exemple sur «Oh, je tire avec ma souris, j'appuie pour tirer». Il y a un petit temps pour que l'input aille jusqu'à votre PC. Il y a un petit temps pour que le PC le processe. Et un temps pour que la carte graphique fasse le rendu de justement l'image où on voit le fusil commencer à tirer. Cet input lag, avec l'anti-lag de Radeon, oui, vous pouvez vraiment le réduire, c'est plutôt intéressant. À savoir que Nvidia, après que Radeon ait sorti aussi ces technologies, Nvidia a sorti un truc similaire. Vous aviez aussi Image Sharpening, qui au final donnait des assez bons résultats, même limite meilleurs, même meilleurs en réalité, soyons honnêtes, que le DLSS de Nvidia. Le DLSS de Nvidia, je vous rappelle, lui était très spécifique parce que ça doit être précalculé pour chaque jeu, rajouté pour chaque jeu, alors que le Image Sharpening supporte automatiquement tous les jeux, genre directement en fait. Donc là, ils ont rajouté justement le support de tous les jeux DirectX 11, c'est-à-dire que n'importe quel jeu DirectX 11, vous pouvez utiliser le Radeon Sharpening. Ça, c'est le Sharpening en particulier est très bon, franchement. J'ai vu des tests dessus, il donne des très bons résultats en fait. Donc en gros, il permet de prendre une image de plus basse résolution, le remettre à plus haute résolution, et puis il fait un petit peu des filtres par-dessus pour améliorer la qualité tout simplement. Et ça marche très bien. Leur nouvelle technologie, un petit peu dans le genre, c'est le Radeon Boost, qui est assez particulière comme technologie. En gros, ça change la résolution dynamiquement du jeu selon ce que vous faites dans le jeu. Donc en gros, et surtout selon comment vous bougez votre souris. Donc en gros, le but ici, c'est quand vous êtes statique, en train de regarder un magnifique paysage, la résolution se met le plus haut possible de ce que vous avez mis en fait. Donc par exemple, si vous jouez en 4K, ça se met en 4K. Et puis d'un coup, si vous faites un énorme mouvement, vous vous retournez d'un coup parce qu'il y a un ennemi, ça va baisser la résolution jusqu'à 50%, ce qui indique 50% de la résolution originelle. Donc ça peut descendre jusqu'à du Full HD, basiquement. Et juste pendant le mouvement très rapide, votre résolution sera en Full HD. Du coup, le FPS sera bien meilleur. Donc le but ici, c'est de faire en sorte que vous ayez tout simplement des meilleures performances quand vous bougez votre souris très rapidement et que vous n'avez pas besoin d'une image hyper détaillée. Vous avez juste besoin d'une bonne rapidité dans les jeux vidéo. D'après les tests, ça marche plutôt bien. Le seul problème un petit peu que vous avez, c'est que quand ça change évidemment de résolution de manière dynamique comme ça et que le performance boost, vous le sentez. Vous le sentez que d'un coup, vous avez plus de FPS. Et des fois, ça peut être très perturbant. Ça peut être vraiment très perturbant. Si vous jouez à des jeux qui sont pas stables niveau FPS, ça se remarque tout de suite. Vous sentez que d'un coup, votre souris est fluide ou que le jeu répond bien à vos inputs, justement, parce que plus vous avez un haut taux de rafraîchissement et que vous pouvez le voir sur votre écran, plus quand vous allez bouger votre souris, ça va vraiment réagir directement à l'écran. C'est pour ça que certaines personnes, et moi-même, j'ai du mal quand un jeu tourne à 30 FPS, par exemple sur console. J'ai l'impression que je le contrôle. J'ai l'impression qu'il y a un temps pour le contrôler, vous voyez. Ça augmente l'input lag, tout simplement. Et du coup, le problème, c'est si vous avez justement un FPS pas stable, vous le sentez en permanence, que d'un coup, je contrôle parfaitement, puis d'un coup, plus tellement. Donc, ils ont un peu ce problème-là, ce qui est logique. Toutefois, si vous tweakez un petit peu, parce que vous pouvez dire, OK, réduire la résolution, vous pouvez dire la réduction maximum plutôt de résolution. Donc, si vous êtes en mode, je veux juste que tu réduises jusqu'à 80% de la résolution originelle, donc c'est-à-dire du 3000 pixels par 1000 quelque chose, si vous êtes en 4K, ça devient plus raisonnable. Vous voyez, vous réduisez moins la résolution, donc vous avez moins de distorsion comme ça.
Dans tous les cas, il y a pas mal de trucs. C'est une grosse mise à jour de driver, assez intéressante. Je trouve assez intéressant d'ailleurs que AMD continue de justement redonner des fonctionnalités en plus comme ça, qui des fois sont très bonnes, comme par exemple, comme j'avais dit, le image sharpening, la Radeon Boost, ça peut être plus discutable. Il y a certaines personnes qui adoreront, il y a d'autres personnes qui n'aimeront pas. Ils ont aussi amélioré apparemment leur encodeur intégré, mais ça, il a un petit peu de mal, on va être honnête. Là, c'est un cas où Nvidia a beaucoup plus d'avance sur l'encodeur intégré aux cartes graphiques. AMD a juste genre du mal en fait. Ils ont vraiment du mal. Genre, ça vaut mieux d'utiliser son CPU si vous voulez une bonne qualité de streaming. Donc ça, j'espère justement qu'ils l'amélioreront parce que c'est un des points qui pourrait assez facilement l'améliorer et qui leur donnerait plus de raisons d'exister, on va dire. Ensuite, une petite news au niveau du... Si vous êtes là, vous êtes en mode chez vous, vous êtes en mode... Là, j'ai trop d'argent sur mon compte en banque. Il me faut quelque chose pour juste me débarrasser de cet argent. Eh bien, réjouissez-vous, le nouveau Mac Pro est disponible à la commande et vous pouvez l'acheter pour la modique somme, le modèle le plus basique, la modique somme de 6 499 €. Vous ne rêvez pas. Et ça, c'est le modèle de base avec un Weaker, 32 Go de RAM, une Radeon 580X. Waouh, ça remonte dans le temps là. 256 Go de SSD, ça c'est le truc que je trouve le plus ridicule avec Apple. Enfin bref, j'en parlerai après. Pas de carte Afterburner, le châssis en acier évidemment. La Magic. Ah, vous avez quand même la Magic Mouse 2. Nice, nice. Alors ça c'est quand même sympathique. Du coup, ouais, le nouveau Mac Pro est disponible. Il coûte très cher. Alors, faisons une configuration raisonnable. Vous voyez, juste une configuration raisonnable. Selon moi, une configuration raisonnable, ce serait un 16 cœurs. C'est plutôt raisonnable. 16 cœurs, je veux dire, il y a le 3950X qui est sorti, tout ça d'AMD. 16 cœurs, c'est plutôt raisonnable. 32 Go de RAM, ouais, non, on va passer à 48. On va pas aller plus haut parce que là, ça permet d'utiliser les 6 channels de mémoire. Vous voyez qu'on est passé de 4 barrettes à 6 barrettes, ce qui utilise du... Enfin, c'est du... Non, oui, c'est du 6 channels qu'utilisent, c'est des Xeon, hein, donc ils ont plus de channels que la mémoire classique. Donc là, ça permet d'utiliser pleinement le Xeon. Ensuite, on va prendre la meilleure carte graphique possible, mais pas la version avec 2 cartes graphiques, juste basique. 1 Tera de SSD me semble raisonnable, même si... Alors ça, c'est à chaque fois avec Apple que je ne comprends pas. C'est d'où ça coûte si cher d'augmenter. Genre, alors, je sais que les SSD d'Apple sont très rapides, mais n'importe quel SSD NVMe en PCI Express est aussi rapide. Et littéralement, vous pouvez acheter un SSD NVMe en PCI Express d'1 Tera pour 150 €. Et là, pour passer à 1 Tera, depuis 250 Go, ça vous coûte 480 €. Et même pour 480 €, vous savez ce que vous avez? Vous avez littéralement deux SSD PCI Express 4.0 qui sont plus rapides que ça si vous êtes sur AMD. Vous en avez deux, genre 2 Tera. Ouais, je sais pas ce qu'ils font. Bon, 1 Tera, ça me semble être raisonnable. On n'a pas besoin de l'afterburner, ça sert à rien. Enfin, techniquement, ça servirait. Pas besoin des roulettes qui coûtent 480 €. Oh la vache, c'est des sacrées roulettes, hein. Ça vous coûte moins cher d'acheter des nouveaux pneus pour votre bagnole, hein, littéralement. Enfin bref. Et puis, pas besoin du Magic Trackpad ou je ne sais quoi. Là. Voilà, on se retrouve avec une magnifique console. 12 619 €. Ok, maintenant, on va juste prendre toutes les options. Juste sans aucune raison. Allez. Ah oui, la mémoire. 48 Go. Pas assez. Non, moi j'ai besoin de 1,5 Tera. Vous ne rêvez pas, 1,5 Tera de RAM. Et juste 1,5 Tera de RAM, c'est déjà le gros du prix du truc. Hein. C'est 30 000 €. Oh la vache. On prend toutes les cartes graphiques, évidemment. Le plus gros SSD. Ah, il n'y a pas encore le SSD de 8 Tera disponible. Ah, c'est dommage. Afterburner, oui. On va prendre les roulettes, fuck it. Qui a besoin de pneus pour sa bagnole. Le Magic Mouse 2, le trackpad et tout ça. Pas besoin de Final Cut. Non, quand même pas. Il faut pas déconner. Non, 62 568 €. Ok. C'est le prix d'une Tesla, littéralement. Ou c'est le prix. C'est le prix d'une maison, voilà une vingtaine. Enfin, plus d'une vingtaine d'années en réalité. Avec l'inflation. Si vous considérez l'inflation et tout ça, je tiens à le préciser.
Mais ouais, 62 000 euros, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. J'espère qu'ils fournissent le lubrifiant avec ces 62 000 euros parce que ça fait quand même cher. Bref, dans tous les cas, je veux dire, c'est le MacBook, c'est un nouveau Mac Pro d'ailleurs, je vais zoomer un petit peu plus. C'est un nouveau Mac Pro. Selon la plupart des gens, il est très silencieux, le design est très beau, enfin, il est très de qualité, on va plutôt dire. Ça reste discutable si vous aimez le design, oui ou non. C'est un nouveau Mac qui est aussi modulaire, donc ça c'est quand même plutôt cool. Le fait qu'on puisse vraiment enlever les choses et les changer, genre upgrade la RAM et tout ça, même si on sent quand même que Apple va faire des trucs propriétaires, donc il faudra acheter seulement les trucs certifiés Apple et ils vous coûteront la peau de feu. Bref, ouais, il est meilleur que l'autre MacBook, l'autre Mac Pro en réalité. Maintenant, est-ce que ça vaut cet argent? Pas si sûr. Je ne suis pas si sûr. À vous de voir. Et enfin, une autre news qui est là où on change totalement de registre au niveau argent. Parce que littéralement, à mon avis, vous pourriez acheter, ouais, vous pourriez acheter 130 fois ce téléphone avec le prix du plus gros Mac Pro. Enfin bref, du coup, le nouveau OnePlus, enfin, OnePlus fait ce que littéralement je ne sais combien de personnes leur ont demandé de faire et qui était le truc le plus logique qui sorte. Genre, tout le monde était en mode OnePlus, pourquoi vous ne faites pas ça? C'est juste logique. Et c'est de tout simplement faire un OnePlus 8 Lite. Donc, ça reste une rumeur, mais il y a de fortes chances qu'on puisse voir justement, oui, un OnePlus 8 Lite arriver. Et du coup, on a des rendus qui montrent justement un petit peu sur OnePlus 8 Lite, qui a quand même deux appareils photo, caméra selfie avec un trou. Je pense qu'ils auraient dû utiliser la notch avec la petite goutte, ça aurait été plus beau, honnêtement, mais bon, chacun ses préférences. Surtout que la notch, j'ai justement un OnePlus 7 ici. Et je peux vous dire que ben, le truc avec la petite goutte d'eau qui tombe, c'est que la caméra serait un peu plus haute et du coup ça empiéterait moins sur l'écran. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent bizarre au final d'avoir un trou où il n'y a rien et que l'écran passe quand même derrière. Enfin, ça fait juste bizarre en fait. Chacun ses préférences après. Et puis, c'est un jeu de téléphone et du coup, il sortira en 2020 justement, ce qui semble logique. Le OnePlus 8 va être annoncé en début d'année et le but ici, ce serait d'avoir un smartphone tout simplement milieu de gamme qui, à mon avis, en toute logique, devrait sortir dans les 300 euros. Quand on voit le Google Pixel 3a et tout ça, c'est à peu près les mêmes prix. Ce serait logique, 300 des euros avec des bonnes specs milieu de gamme. Ils ont même pas besoin de mettre le dernier Snapdragon 855 ou même 865 techniquement. Juste un Snapdragon, il y a le 730 il me semble, que c'est le meilleur niveau milieu de gamme pour le moment. Il y en a d'autres en réalité, mais vous avez les Snapdragon milieu de gamme au final sont très bons. Les gens les ignorent souvent, mais ils sont très bons parce qu'ils ont les mêmes niveaux de performance que les Snapdragon 845 de l'époque. Et pourtant, genre, ils consomment beaucoup moins. Et genre, ils suffisent largement à la plupart des gens. Donc là, selon moi, ce qu'ils ont juste besoin de faire pour que ce téléphone soit une réussite, c'est une bonne batterie, petit 4000 mAh, un bon processeur milieu de gamme, un bon appareil photo pour le prix surtout, ça c'est très important. Et franchement, sûr et certain qu'il se vendra très bien. S'il respecte juste ces trois piliers, on va dire, il se vendra très bien. Aussi, s'il pouvait mettre un jack, il n'y en a pas. Ça, c'est stupide. Les gens qui achètent un téléphone pas cher aiment bien avoir un jack, je pense. Parce qu'ils ont une vieille paire d'écouteurs qu'ils aiment bien, qu'ils n'ont pas envie de changer. Surtout pour perdre leur port de chargement quand ils utilisent leur écouteur. Enfin bref, s'ils mettent une bonne batterie, ce sera peut-être moins un problème. Du coup, d'ailleurs, d'autres petites specs, apparemment, il ferait 6,4 pouces. Ce qui me semble être raisonnable. Je veux dire, quand on voit la gamme des Galaxy A50 et tout ça, qui sont assez similaires niveau taille, m'étonne pas vraiment. Le but ici, c'est vraiment d'avoir l'équivalent d'un téléphone haut de gamme, mais genre à 300 euros. Vraiment, c'est ça. Et ce genre de smartphones sont très bons selon moi. Vous en avez beaucoup à cette gamme de prix. Beaucoup qu'on ne voit pas souvent passer sur YouTube et tout ça parce que bah, les gens sont toujours en mode ah, quel est le meilleur smartphone? Mais ouais, mais quel est le meilleur smartphone à 300 euros? Ça, c'est peut-être plus intéressant pour beaucoup de gens. Enfin bref, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le plus important sera évidemment les specs et le prix.
et juste voir ce que ça donne. Et oui, c'est le genre de téléphone qu'ils auraient dû faire depuis des années, soyons honnêtes. Depuis qu'ils ont arrêté de faire des smartphones à 300 €, ils auraient dû ressortir un smartphone milieu de gamme. Ils en avaient déjà fait un par le passé, par information. C'est juste étonnant qu'ils n'en aient pas refait depuis autant de temps. Je suppose que c'est plus lucratif de se concentrer sur le fait de sortir basiquement un smartphone au même prix que tous les smartphones ultra haut de gamme. Je parle bien ici évidemment du OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T Pro, qui sont basiquement au même prix que n'importe quel smartphone haut de gamme et qui ont des specs au final assez similaires. Je veux dire, il n'y a pas d'énorme différence entre le OnePlus 7 Pro maintenant et le OnePlus 7T ou le OnePlus 7T Pro. Le OnePlus 7T, genre, est juste plus intéressant, quoi. Et c'est celui qu'ils auraient dû sortir directement en début d'année. Mais bon, c'est quand même cool de voir qu'ils commencent à se dire, ouais, on va peut-être écouter les gens là-dessus, ou en tout cas, on va peut-être voir un petit peu ce que les gens veulent vraiment. Et ça, pour le marché français, je suis sûr et certain que ce sera, s'il est bien fait, un smartphone très populaire. Et une petite dernière sur, justement, ce Texama Show. Il n'y a pas d'image vraiment à montrer, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de montrer. Voilà quelques temps, je vous avais dit que j'utiliserais des liens Amazon, si vous vous souvenez, des liens Amazon Affiliate, tout en disant clairement que je ne les mettrai pas s'il y a juste aucune offre intéressante sur Amazon. C'est ce que j'ai fait avec le guide d'achat de cartes graphiques notamment, où j'ai mis des liens pour les vraies offres intéressantes, mais toutes les offres qui n'étaient pas intéressantes, par exemple, il n'y avait aucune RX 5700 ou 5700 XT selon moi intéressante sur Amazon, genre elles étaient trop chères ou autre chose. J'en ai mis aucune tout simplement. Donc ça, je continue de le respecter. Et aussi, je continuerai de respecter le fait que si je fais une vidéo sur un produit qui est mauvais, j'hésiterai pas à le dire qu'il est mauvais. Je vais pas être en mode «Oh, il est bon, donc achetez-le avec mon lien Amazon». Non. Par contre, ce que je ferai, et ça, je continuerai de le faire, c'est je dirais «Oh, ce produit est mauvais, mais voilà des bonnes alternatives que vous pouvez acheter avec mon lien Amazon». Si le prix est intéressant sur Amazon aussi. Si je vois que ça coûte beaucoup plus cher que les autres sites, je ne mettrai pas le lien tout simplement. Donc je tiens à respecter ce principe-là personnellement. Après, je vous dis clairement, si je pouvais, j'ai essayé, j'ai utilisé les liens affiliés LDLC et je peux vous le dire, ça ne marchait littéralement pas. Je ne sais pas s'il y avait un bug ou autre chose, ils m'ont compté aucun. C'est comme si personne n'avait acheté quelque chose. Et le truc, c'est que depuis que j'utilise les trucs affiliés Amazon, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui commandent des trucs. Je peux même voir tout ce que les gens commandent aussi à côté, parce que en fait, quand les gens utilisent mon lien et achètent autre chose en même temps, ou genre s'ils vont acheter autre chose, genre ils vont faire autre chose, finalement ils ne veulent pas acheter le truc que j'ai montré, je touche quand même un pourcentage. Et du coup, ben, je peux voir un petit peu ce que les gens achètent. Alors je ne sais pas qui a acheté quoi, rassurez-vous, mais je sais un peu voir un petit peu ce que les gens achètent. Donc je sais notamment qu'il y a des gens qui ont acheté de la RAM, il y a quelqu'un qui a acheté une RTX 2080 Ti, Strix, il y a quelqu'un qui avait acheté... et puis il y avait des trucs un peu plus or, qui n'a rien à voir avec l'informatique, donc parfois, faites-vous plaisir. Quoi qu'il arrive, je continuerai de mettre des liens dans la description vers les produits que je montre évidemment dans les vidéos. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez checker les liens pour voir un petit peu les prix sur Amazon. Et si vous décidez de les acheter là-bas, ça soutiendra une partie de la chaîne. Mais tenez compte que dans le futur, si un autre site français fait des liens affiliates, et j'espère qu'il y en aura, je n'hésiterai pas à switcher vers un site français parce que je préfère juste, c'est juste plus logique. Je vais être très honnête, même si Amazon rapporte plus, je préfère aller vers le site français parce que, voilà, Amazon peut-être a un petit peu trop de pouvoir dans la vie des gens et qu'il faudrait peut-être un peu réduire ça. Mais dans tous les cas, oui, je comprends pourquoi aussi beaucoup de chaînes américaines les utilisent parce que là, je le vois les résultats juste en un rien de temps et j'ai pas mis beaucoup de liens en plus. Hein. J'aurais pu mettre beaucoup plus de liens. Et honnêtement, oui, c'est abusé. C'est franchement abusé. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y a des grosses chaînes tech françaises ou même américaines gagnent réellement un gros pourcentage de leur salaire juste avec les liens Amazon affiliates. Et c'est juste abusé quand on y pense. Bref, dans tous les cas, je vous mettrai un lien vers les choses que j'ai montrées dans cette vidéo. Du coup, je vous mettrai un lien vers le dernier OnePlus, par exemple, sur Amazon, si vous comptez l'acheter. S'il est à un prix intéressant sur Amazon, je ne sais pas. Comme ça, vous pourrez peut-être l'acheter si vous êtes intéressé, vu que c'est le principe d'Amazon Affiliate. Donc voilà. Du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour d'autres vidéos sur la chaîne.
On va en avoir de plus en plus, comme j'ai dit. On va commencer à augmenter la cadence de sortie petit à petit. La qualité aussi devra augmenter, ce qui est toujours préférable. Et du coup, ben, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc merci à tous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!